Bienvenue à tous, édition spéciale sur Gabon 24 consacrée au 10e anniversaire de la mort du président Omar Bongo, le décès du président Omar Bongo Ondimba. L'événement est marqué par une série d'activités ici à Libreville et à Franceville. Omar Bongo Ondimba, décédé le 8 juin 2009 à Barcelone en Espagne, reste de la vie de nombreux observateurs. Un modèle de cette envergure qui se confond avec l'histoire de son pays. Quel est l'héritage de cet homme de paix, homme politique accompli 10 ans plus tard? Comment ces principes de gestion et de gouvernance du Gabon peuvent servir à repenser l'unité nationale et à consolider la paix qui lui était chère? De tout cela, on en parle avec nos invités qui sont l'honorable Paul Biogumba, ancien ministre, ancien Premier ministre de feu Omar Bongo Ondimba et d'Ali Bongo Ondimba. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Et avec nous également Michel Philippe Mzé, il est secrétaire national du Parti démocratique gabonais au pouvoir, chargé des arguments et de la riposte du parti. Michel, bonjour. Bonjour. Avec nous également Alex Léobi Lenjiji et Sanga, journaliste, ancien directeur général adjoint de Gabon Télévision. Alex, bonjour. Bonjour Ismaël. La seule évocation de la disparition d'Omar Bongo Ondimba nous amène à comprendre très vite que la mort peut être, au plein sens du mot, un accomplissement. Je vous propose de suivre quelques témoignages d'hommage à Omar Bongo Ondimba que nous avons recueillis pour vous. Tout de suite, celui de Raphaël Misère-Kouka, enseignant à la retraite, devenu depuis peu premier africain membre correspondant de l'Académie des Belles-Lettres de Lyon en France. L'Asie a eu ses grands penseurs, les Lao Tse, les Confucius, mais l'Afrique aussi s'est dotée de grands penseurs et c'était une baraka pour nous d'avoir un Omar Bongo. Oui, il serait indécent de ne pas pouvoir, disons, véhiculer la sagesse d'un Omar Bongo dans les universités. Les politologues, les sociologues, là où ils se trouvent, les psychologues, en principe, devraient justement faire attention et revisiter le débat, revisiter le discours, peut-être pas messianique, mais le discours d'un Omar Bongo. Donc, c'était un géant, c'était un éminentissime. C'est un illustrissime, disons, personnage, contemporain bien sûr. Donc faire fi de son message, faire fi, disons, de cette figure, eh bien, ça serait une malhonnêteté intellectuelle. Alors, entre autres ouvrages que vous avez publiés sur l'homme, il y a L'éclipse sur le Goué. En très peu de mots, j'imagine que vous évoquez son héritage politique. Que peut-on retenir d'essentiel dans ce livre? Ça fait partie des 4 ouvrages que j'ai eu à dédier à Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, qui ne pouvait pas être grande dame, n'eût été la présence d'un Omar Bongo. Vous voyez, comme on le dit, derrière un grand homme se cache une grande femme, mais c'est Omar Bongo qui a été le ferment, pour ne pas dire le liment, qui a fait de telle sorte que nous ayons une grande dame, Edith Lucie Bongo. Oui, c'est sonné en fait, c'est une reproduction, une réédition d'un obscur que j'avais produit au moment des obsèques d'Omar Bongo Ondimba. Ce fut en 2009, 10 ans déjà. Et ces sonnets montrent justement la grandeur de cet homme. Et ça a été l'avant-lire vient de son fils, Ali Bongo Ondimba. Et c'est des sonnets donc connus dans certains milieux. Mais 10 ans, c'est déjà une décennie. Voilà, donc je peux vous montrer, disons, cet ouvrage, bon, L'effigie d'Omar Bongo Ondimba. Alors donc, c'est des sonnets qui marquent ces moments douloureux. Ouais. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus en train d'exalter ces moments douloureux. Il faudrait plutôt parler de l'héritage Omar Bongo. Ouais. Tout à l'heure, je parlais de revisiter le message d'Omar Bongo. Mais il faudrait aussi réhabiliter sa mémoire, parce qu'il y a trop d'ingratitude. Il faudrait le reconnaître, trop d'ingratitude avec la nouvelle génération de leaders, qu'ils soient gabonais, qu'ils soient africains, il faut se le dire. Même si on dit qu'autre temps, autre mœurs. Mais je crois qu'il y a dans les choses dans les hommes plus de choses à admirer qu'à mépriser. Et ça, c'est Albert Camus qui le dit, dans La Peste, ce roman philosophique. Donc Omar Bongo, je pense que c'est une image qui doit toujours être véhiculée et qui doit être, disons, imputrescible, inoxydable dans l'espace et le temps et qui doit nous éviter de tomber dans le guet-apens de la politique ahurée. Donc voilà. Raphaël Misère-Kouka, enseignant gabonais d'origine congolaise. Il a enseigné donc plusieurs générations de compatriotes. Monsieur le Premier ministre, qui est Omar Bongo Ondimba que vous avez si bien connu et que vous avez servi pendant de si longues années? Avant de répondre à la question, je le ferai de manière très précise. Je voudrais faire une observation. Quand vous m'avez présenté tout à l'heure, vous avez dit ancien ministre, ancien Premier ministre.
mais je voudrais ajouter ancien directeur adjoint, ancien conseiller directeur adjoint du président. Précision de taille. Voilà, j'étais ici dans cette maison pendant 9 ans et demi, conseiller, chargé des questions économiques, commerciales, conseiller politique et directeur adjoint du cabinet en charge des affaires administratives, économiques et financières. Donc, c'était un moment extrêmement important dans ma vie et dans mes relations avec le président Omar Bongo Ondimba, ce grand homme. Qui était Omar Bongo Ondimba? Donc, qui est-il? Qui est-il? Éternel dans votre esprit, j'imagine. Vous m'avez dit tout à l'heure que cette émission va durer 52 minutes. Je ne suis pas capable de parler d'Omar Bongo Ondimba en 52 minutes. Donc, je vais faire l'effort de dire ce que je pense. Absolument. Pour moi, Omar Bongo Ondimba, et là je vais reprendre une déclaration que j'ai faite en 2003 lors du congrès de la refondation du PDG. Au cours de ce congrès, j'ai fait 2 interventions en plénière, en politique générale, et lors de la présentation de la charte des valeurs, j'avais été chargé de la rédiger, de la concevoir, avec des contributions d'autres personnes, telles Jean-François Ntoutou-Eman, Guy Dama, mais c'était moi qui conduisais le dossier. J'ai dit que Omar Bongo Ondimba, je l'appelais le président des 3 P. À savoir. Le premier P, c'est le président du pardon. C'était un homme de pardon, qui pardonnait, qui n'avait aucune rancune, qui avait un grand cœur, un dos large. Il pardonnait. Et il disait souvent à moi et à d'autres personnes qui étaient là à ce moment-là, que vous savez, Paul, tu sais, mon jeune, ma meilleure vengeance dans la vie, face à quelqu'un, c'est de pardonner cette personne qui m'a offensé. Moi-même, je suis de confession catholique, chrétien catholique. Et très souvent, pas tous les jours, mais très souvent, je récite le Notre Père. Et dans le Notre Père, il y a un passage très fort qui dit ceci: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'était pour moi presque une récitation, avec tout le respect que je dois. Mais Omar Bongo Ondimba m'a appris à pardonner. J'ai vraiment matérialisé ce passage aux côtés de lui pendant 29 ans, parce qu'Omar Bongo m'a nommé à son cabinet en 1980 et il est parti en 2009. Et pendant 29 ans, j'ai travaillé avec lui au cabinet, au gouvernement, à l'Assemblée, au Sénat, au gouvernement, etc. Donc, un homme de pardon. Le deuxième P, c'est le partage. C'est un homme de partage. Ce que les gens appellent générosité. C'est quelqu'un qui ne faisait pas seul. D'abord, il a d'une grande famille, nucléaire, ses enfants, sa famille, ses frères, ses sœurs. Il faut savoir que c'est le dernier de sa famille. C'est le dernier de sa famille. Ouais. Donc, et c'est le contraire, parce que généralement, les fils, les tout derniers, sont un peu comme les filles. Généralement, ils ne partagent pas, parce qu'ils gardent tout pour eux. Mais lui, il partageait. Il ne mangeait pas seul. Il ne voyageait pas seul. Il n'aimait jamais être seul. Il voulait toujours être entouré avec sa famille politique. Et nucléaire, bien sûr. Ça, c'est le deuxième P. Un homme de partage. Le troisième P, un homme de paix. La paix, en réalité, se construit. Elle n'est pas a priori, elle est a posteriori. Elle se construit. Il a construit la paix, d'abord, comme je viens de vous le dire, par le pardon, pardonner à ses rivaux, ses détracteurs, ceux qui se comportaient mal, la partage. Et son parti politique qu'il a créé en 1968, il a pris soin de mettre comme première valeur de ce parti le dialogue. Il faut parler avec les autres, il ne faut pas s'emmurer. Il faut parler, il faut discuter, il faut négocier. Et il me disait, et nous disait ici, à la présidente de la République, il ne faut jamais avoir peur de négocier, tout comme il ne faut pas négocier dans la peur. Mais il faut parler, même avec le pire des ennemis. Et ça a beaucoup d'éteint sur ma personne et sur ses collaborateurs. Et la deuxième valeur, qui vient tout de suite après, c'est la tolérance.
il faut tolérer. D'ailleurs, il a créé un parti, le PDS, c'est un parti de masse. C'est pas un parti idéologique, c'est un parti de masse. Ça veut dire que les gens viennent de plusieurs origines. Communistes, socialistes, libéraux, ce qu'on veut, les chrétiens, les musulmans, les protestants. Et tout le monde se retrouve pour atteindre un objectif commun. Il est clair que dans ce type de structure politique, les divergences, les différences sont nombreuses. Oui, comme on va le voir tout au long Voilà. de cette émission. Et pour y arriver, il faut dialoguer, il faut tolérer. Tolérer, absolument. Donc, voilà ce que je peux dire d'Omar Bongo, un homme de partage, un homme de pardon, un homme de dialogue, un homme de tolérance et finalement un apôtre de la paix. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ce premier niveau d'intervention. Alors, dans le témoignage de Raphaël Kouka que vous avez entendu tout à l'heure, le sentiment qui se dégage, Michel-Philippe Nzé, c'est celui d'un personnage hors du commun, presque immaculé. Est-ce qu'il pouvait en être autrement, Michel-Philippe Nzé? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, à la lumière de ce que Monsieur le Premier ministre vient de nous dire, dans sa proximité avec feu le président Omar Bongo Ondimba, nous notons le côté protéiforme du personnage. Sa grande capacité de travail, sa tolérance, son sens du partage sont les éléments les plus essentiels qui l'ont amené par moments parfois à accepter de travailler avec les gens qui hier encore l'ont vilipendé. Cela ne se démontre plus. Mais je crois que ce qu'on doit beaucoup plus mettre en exergue aujourd'hui dans l'héritage d'Omar Bongo Ondimba, c'est cette capacité qu'il avait à réunir, à rassembler toutes les énergies, à rassembler autour de lui toutes les composantes de la société, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de certains grands projets qu'il a initiés dans le pays, qui visaient tous à mettre les Gabonais rassemblés dans un élan commun. Je pense que c'est un élément essentiel qui illustre justement cette pensée politique du président Omar Bongo Ondimba que nous allons intégrer dans son héritage. Je pense qu'il est encore trop tôt d'évaluer la réalité de cet héritage-là. Je pense que 10 ans, c'est beaucoup, mais 10 ans, c'est peu. Et qu'il faudrait peut-être que nous autres, tous, Gabonais qui l'avons connu dans notre jeune âge et qui avons par moments côtoyé le personnage, nous mettions ensemble pour pouvoir mettre sur papier tout ce que nous avons retenu de ce grand personnage qui reste un personnage fondateur de notre pays. Le Gabon moderne, on le lui doit. Je pense que le Gabon, en 1965, 66, 67, était encore un petit État qui ne disposait pas des infrastructures socio-économiques pouvant lui donner la capacité d'entrer dans le XXe siècle. Pour évaluer ce qui a pu être fait jusqu'aujourd'hui. Je crois que nous lui devons au moins notre entrée dans le XXe siècle. Le Gabon du XXIe reste à construire, mais celui du XXe siècle, nous le devons au président Omar Bongo Ondimba. Alex Léobi Lendjinji, je vais caresser là votre fibre de journaliste. Omar Bongo Ondimba, homme de partage, homme de paix, homme de pardon, comme l'a dit Monsieur le Premier ministre. Est-ce que, pour autant, dans sa gouvernance, tout ceci reste insusceptible de débat, ou alors on pouvait lui trouver quelques failles dans sa gouvernance? Je vous remercie déjà de m'avoir invité à cette émission et de me permettre, 25 ans après avoir débuté ma carrière, d'être assis sur le même plateau que le Premier ministre Paul Biya Wemba, qui nous a vu démarrer et qui était pour nous une source d'inspiration à une époque. Merci de m'avoir invité. Écoutez, l'histoire d'Omar Bongo dans ses actes ne peut pas toujours être évaluée sous le prisme binaire, oui ou non. Est-ce qu'il était bon, est-ce qu'il était mauvais? Mais toujours est-il que lorsqu'on regarde l'œuvre de l'homme, sa dimension peut inspirer critique et appréciation. Je vais d'abord revenir sur le premier point pour dire qu'Omar Bongo, je retiens de lui l'homme qui a mis en place tous les paliers de la République pour permettre à un jeune homme qui vient de Mbigo, de Popa, de Matamatengue, de Mounana, d'Aleneseng, d'arriver à Libreville et d'accéder à toutes les responsabilités à travers l'éducation. De mon point de vue, Omar Bongo est celui-là qui a donc façonné, n'est-ce pas, cet édifice de propulsion de la jeunesse gabonaise à travers l'enseignement, à travers l'apprentissage. Omar Bongo est celui-là par lequel on pouvait ne pas avoir de relations familiales à Libreville et venir atterrir dans un environnement bouillonnant, bourdonnant d'usines ici, avec des établissements quelconques, et pouvoir aboutir à, n'est-ce pas, à un stade de gouvernance comme les autres à travers l'école. Donc il avait réussi à faire tous les paliers.
Ceux qui étaient à l'époque ancienne parleront de Val-Marie, parleront, n'est-ce pas, de Jésus-Marie, parleront de Mouila, etc., etc. Parleront d'Ango Naouyem. D'Ango Naouyem, etc. Nous, on parle du lycée technique Omar Bongo, on parle du lycée Lomba avec les internats, etc. C'est l'époque où tout un chacun avait, n'est-ce pas, sa chance. Et je peux dire que c'est l'époque de l'équité. Alors, l'œuvre d'Omar Bongo, elle a été parfois brocardée. D'aucuns ont pensé que, n'est-ce pas, c'était une œuvre critiquable. Oui, sinon elle n'aurait pas existé. On la critique tout simplement parce qu'elle était dense. Et dans la densité de son œuvre, il y avait des pans qui pouvaient paraître sombres. Et ces pans sombres ne le relèvent parfois que ceux qui occultent volontairement et font preuve de cécité volontaire quant à l'appréciation de cette œuvre grandiose, multidimensionnelle. Parce qu'aujourd'hui, Omar Bongo, comme disait Michel Philippe Nzé, c'est le père du Gabon moderne. Le Premier ministre Paul Bigonga m'a dit c'est l'homme de la paix, du partage, l'homme du pardon. Le président Bongo, il est de notoriété publique qu'il valait mieux avoir affaire à lui qu'à ses partisans, à ceux qui travaillaient avec lui. Parce que lui, il savait pardonner. Je prends une toute petite anecdote pour dire qu'une fois, en échange avec le président Bongo, il nous avait dit qu'au tout début des années 60, à la fin des années 60, quand il a commencé à gouverner, il avait pris l'habitude d'agir en confrontation. Quelqu'un venait, pour quelque raison que ce soit, médire à propos de quelqu'un d'autre, il mettait les deux ensemble. Et après, il avait remarqué que pour quelques pécules, pour quelques avantages, les Gabonais étaient capables à un moment donné de s'entre-déchirer. Et donc, il a mis en avant cette idée de paix, de cohésion, d'unité nationale. Il privilégiait le consensus. Monsieur le Premier ministre, lorsqu'on a dit tout ceci, Omar Bongo, c'est aussi sa gestion, sa gouvernance du pays. Il a eu des moments assez difficiles, on se rappelle de ces chocs pétroliers de 1973 et de 1979, puis vint la crise économique et des soubresauts de la démocratie au début des années 90. Comment il sort le pays de là, malgré ses heures et ses malheurs? Bon, le choc pétrolier de 1973 était plutôt bénéfique pour nous. Oui. Si vous regardez le budget du Gabon, jusqu'en 1972, début 1973, notre budget était aux alentours de 150-153 milliards. Et puis, il y a eu le choc pétrolier de 1973 avec la guerre de l'Égypte et Israël, où les cours du pétrole ont augmenté. Et notre budget a connu un bond, aux alentours de 300-350 milliards. Mais c'est surtout le coup en 1978. En 1978, là, on a connu, après l'OUA, là, on a connu une grosse difficulté financière. Elle n'était pas économique, elle était financière. Oui. Et c'était quelqu'un de très sage et de très pragmatique. Parce que ça, le pragmatisme, il faut le reconnaître au président Omar Bongo. Bon, il a appliqué la bonne vieille recette que nous connaissons. Quand il n'y a pas assez de rentrées, on diminue les charges. On a serré la ceinture, on a réduit les charges. Et on a mis en place un plan intérimaire jusqu'à 1980-1982 qu'on a essayé de suivre. Et puis ça en est sorti. Et puis les cours ont repris dans les années 82-83. On a fait une belle année en 85. Et comment tout ceci est perçu au sein de l'opinion à cette époque? Bon, écoutez, les gens lui faisaient confiance. Parce que ce qu'il faut à un chef, c'est qu'on lui fasse confiance. Tout le monde était persuadé que la situation était difficile et que ce que proposait le président Omar Bongo, ce n'était pas pour tuer le Gabon, c'était pour au contraire aller vers la guérison. Comme on dit, vous savez, quand on veut traiter un abcès, parfois le plus simple c'est de l'inciser. Ça fait mal, c'est vrai, mais après avoir nettoyé, le soir vous dormez mieux. Le peuple lui a fait confiance et a eu raison de lui faire confiance parce qu'on s'en est tiré. Et puis il y a eu le coup de 1986 qui était beaucoup plus rude, toujours le choc pétrolier. À un moment donné, les cours étaient... Et même le dollar avait beaucoup baissé. Et comme notre budget dépend beaucoup du pétrole, naturellement, quand il est en baisse, on s'en sort. Une fois de plus, on lui a fait confiance parce que cette fois-ci, le président était allé très loin. À l'époque, j'étais directeur de cabinet. Non seulement il fallait réduire les charges, mais ensuite, on a fait des prélèvements sur les salaires. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais les gens, la majorité des gens, bien sûr, certaines personnes boudaient, parce que personne n'accepte qu'on lui prenne 10 000 ou 15 000 francs dans son salaire. Mais le gros de la population a fait confiance, d'autant plus que ça, en réalité, c'était un prêt que les uns et les autres faisaient. Et d'ailleurs, on a remboursé ce prêt dans les années début 90. Donc, première chose, la population, les Gabonais faisaient confiance au président de la République.
Et je crois que c'était ça la solution. Il faut faire confiance au chef. Et on a fait confiance, et à chaque fois, on s'en est toujours tiré. Bien sûr, en mettant en place un certain nombre de mesures économiques, de suite, de restrictions. Je vous passerai tous les arguments techniques. Je reste sur le plan de la gestion, du management. Voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, l'histoire d'Omar... Oui, vous voulez ajouter quelque chose, oui? À la suite de l'excellente argumentation du Premier ministre Paul Biya-Nguemba, que 1986 a été le début, entre guillemets, des atermoiements économiques. La crise était aiguë, comme dit Monsieur le Premier ministre. À cette époque, on a donc expérimenté la théorie mise en avant par l'économiste Elio Berg, les ajustements structurels. Le Gabon est passé sous ajustements structurels. Et à cette époque, il faut rappeler que notre dette globalement évoluait autour de 300 milliards. Voyez-vous, il fallait la gérer. Et le Gabon, comme par coup du sort, a souvent eu cette chance de pouvoir rebondir. Avec la découverte de Rabi Koungheul, le relèvement des cours, on a vu comment l'économie s'est relevée. On a très vite oublié la crise, on a dû chanter Rabi Koungheul, et très vite l'histoire nous a plus ou moins encore rattrapés parce que les crises étaient parfois cycliques, elles étaient systémiques. Et donc le pays a connu ces difficultés. Mais le président Bongo a donc entrepris une politique de vérité, n'est-ce pas, face aux Gabonais. Il fallait aller vers des ajustements. Il fallait, au niveau de la dette, étudier les politiques, n'est-ce pas, de gestion de la dette internationale, avec parfois des demandes de rééchelonnement, c'était pas facile. Parfois, le recours à des bailleurs de fonds internationaux, et nous sommes passés par là. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau. Il est temps de regarder. Et justement, j'allais mettre en relief ce qui se fait aujourd'hui par rapport à ce passé que vous évoquez. Oui, ce qui se fait aujourd'hui, si vous me permettez de le dire, il faut dire que l'endettement est là. Un endettement duquel nous étions sortis, parce que le mauvais endettement du Club de Paris de 300 milliards en 86, jusqu'en 2005, je pense que le Gabon avait payé 2000 milliards, on en devait encore 2000. Il a fallu des techniques telles que le rachat de la dette par une certaine équipe, et nous sommes sortis, heureusement, de ce Club de Paris, en éliminant également la dette du Club de Londres. Et aujourd'hui, malheureusement, on a repris ce cycle d'endettement face aux besoins. L'État est obligé d'agir et donc de trouver des solutions. L'histoire d'Omar Bongo Ondimba est devenue une aventure très exceptionnelle par sa durée au pouvoir. Michel Philippe Mzé, cette longévité au pouvoir, a-t-elle été un atout pour lui ou un handicap pour lui? Je pense qu'en ce qui concerne le Gabon, c'était beaucoup plus un atout. Parce que l'histoire a montré que pendant que le président Omar Bongo était au pouvoir et maîtrisait la situation, menait la barque au Gabon dans la paix, il y a beaucoup d'autres pays de la sous-région qui ont connu des soubresauts particulièrement graves et sanglants. Je pense que cette longévité nous a permis de mûrir également au niveau politique. Les nouveaux cadres qui sont aux affaires depuis les années 80 et la conférence nationale 90 ont eu le temps de revenir, de retomber sur leurs pieds après l'euphorie justement de la démocratie que nous avons retrouvée en 1990 grâce à la conférence nationale souveraine. Je pense que le fait qu'ils soient restés bien longtemps après 90 nous a permis de gagner en maturité. Je veux dire, la floraison de partis politiques, associations à caractère politique qui sont nés en 90 ont eu le temps finalement de se dépomper un peu et de prendre la mesure justement de ce qu'on appelle la politique et faire la politique autrement. Parce que je crois bien que dans les années 90 et les années qui ont précédé, les revendications étaient parfois fantaisistes et tout le monde se découvrait une carrière politique, dans la politique. Je pense qu'après 90, on a eu affaire à ceux-là, justement, que beaucoup critiquent comme étant des professionnels de la politique, mais ce sont au moins des gens qui ont pris la mesure du problème et qui sont passés par l'école d'Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, la tolérance, la notion de patriotisme, la notion de paix est un vecteur transversal aujourd'hui dans toutes les formations politiques nationales gabonaises. Tout le monde est soucieux de préserver la paix. Et c'est encore grâce à cette valeur de paix que le président Omar Bongo a placé au centre justement de son action politique. Au jour d'aujourd'hui, encore, beaucoup d'hommes politiques préfèrent justement aller vers le dialogue que plutôt vers la confrontation. Je pense que jusqu'à présent, ce pays a évité justement les méfaits, parce que grâce aussi au génie du président Omar Bongo qui a su insuffler à cette classe politique gabonaise
les valeurs et les vertus de la paix et du dialogue. Je pense que le dialogue est un élément essentiel, justement, qu'on doit retenir de cet héritage du président Omar Bongo. Monsieur le Premier ministre, avant la pause de cette émission, cette question, effectivement, qui revient sans cesse, selon qu'on soit de l'opposition ou alors de l'extérieur du pays, il y en a qui pensent que la longévité de Omar Bongo au pouvoir a été un handicap pour le pays. Qu'en pensez-vous, votre réaction? Écoutez, en toute chose, dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients. Je pense que quand on veut regarder objectivement les choses, il faut mettre plutôt en avant les points positifs. C'est sûr qu'il y a eu des points négatifs. Quelqu'un ne peut pas rester au pouvoir 42 ans et ne pas faire d'erreurs et ne pas commettre des fautes. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes que des hommes. Et en tant qu'hommes, nous ne sommes pas infaillibles. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir en priorité? C'est que pendant 42 ans, au Gabon, sous la gestion, la présidence du président Omar Bongo Ondimba, il n'y a pas eu de guerre à l'intérieur du pays, il n'y a pas eu de guerre à l'extérieur. Pendant 42 ans, le pays a réellement connu des avancées sur tous les plans. Au plan des infrastructures, au plan sanitaire, au plan de l'économie, il y avait des créations d'entreprises, il y a eu de plusieurs entreprises, on avait un secteur parapluie d'ailleurs très élevé, très fort. Il y a eu des grands chantiers tels que le Trans-Gabonais, le port de Vendo. Ce sont des choses, on ne peut pas les nier, et qui ont été faites sous Omar Bongo Ondimba. On peut voir tous les cadres qui ont été formés, la formation, et j'insiste personnellement là-dessus parce que c'est la clé du pays. La formation a été assurée. Mon jeune petit frère Alex vient de le dire. Quelle que soit la province, il y avait des lycées. Il y avait des lycées techniques, des centres de formation professionnelle, etc. Donc il y a eu beaucoup de bien. Et je crois que, comme on le dit dans le langage de tous les jours, le vin, il devient meilleur en vieillissant. Merci. À ce stade de l'émission, nous allons marquer une pause et on revient derrière pour parler encore d'Omar Bongo Ondimba en termes d'héritage politique, mais surtout aussi de ces différentes médiations à l'échelle continentale et peut-être aussi internationale. Deuxième partie de cette édition spéciale, Omar Bongo Ondimba, 10 ans après, de l'enfance à l'âge adulte, du collège jusqu'à l'armée de l'air, Omar Bongo va apprendre de la vie urbaine, la politique, l'amitié et l'amour. Les gens l'ont dit ici sur ce plateau, quand le Gabon va accéder à l'indépendance. Il sera un homme marié, prêt désormais à s'engager dans la vie active, les années d'apprentissage que les historiens situent entre 1940 et 1960. Son temps d'apprentissage de la gestion des hommes et du pays va lui donner une incroyable envergure. Alors, ce qui paraît donc une bonne leçon de vie, est-ce, Alex Léobi Lenjinji, le résultat de la loyauté envers des aînés ou simplement un destin qui s'accomplit? Oui, sur cette question, il faut dire que le président Bongo va développer un héritage politique de feu président Léomba, sous forme de loyauté, parce que les plus grands projets, le port de Vendéo, le lycée technique, etc., le Trans-Gabonais, sont des projets qu'il a conçus aux côtés du président Léomba. Donc dans la gestion de l'homme, dans la continuité, parce que les premiers hommes qui vont travailler avec lui vont être pour la majorité des personnalités qui ont travaillé avec le président Léomba, il y a eu loyauté. Le destin, oui, également. Comment un homme de cette envergure n'en aurait pas eu un, puisque tous ces grands acquis engrangés par le Gabon l'ont été sous lui. Il a réuni les hommes, il a mis en place, n'est-ce pas, pour sa gouvernance, les éléments clés, l'unité nationale, le pardon, le partage. Comment s'étonner que quelqu'un comme celui-là n'ait pas, n'est-ce pas, mis du temps au pouvoir? D'autant que le consensus était un leitmotiv. C'était une question qui taraudait son esprit chaque fois. Il fallait que les Gabonais se mettent ensemble. Donc le président Bongo a à la fois bénéficié de sa loyauté et en même temps, il a accompli un destin. Je voudrais rappeler une chose. Lorsque la crise politique a éclaté en Côte d'Ivoire,
Un des dirigeants de ce pays avait traité le président Bongo de rigolo. C'était un souvenir triste. Nous qui suivions le président Bongo à travers ces nombreuses médiations, nous allons certainement y revenir, avions vécu ça comme une offense. Mais le même président Bongo, au cours d'un échange, nous avait rappelé que lorsqu'il accède au pouvoir, le président Houphouët-Boigny lui dit de ne pas avoir peur, alors qu'il a 32 ans. Monsieur le Président, n'ayez pas peur. Si vous avez besoin de consulter quelqu'un, je suis là. Et le président Bongo nous révélera un proverbe baoulé qu'il lui avait transmis. Il lui avait dit, Bongo, lorsque la biche en baoulé n'écoute pas sa mère, sa peau finit sur le tam-tam. Et je pense que le président Gbagbo aujourd'hui, si sa peau n'a pas fini sur le tam-tam, il a pu voir les déboires politiques dans son pays. Non pas que ça soit en liaison avec le fait d'avoir injurié un aîné, un doyen, mais cela montre à suffisance que lorsqu'on ne s'attache pas à une certaine direction, parce que la vie politique, elle doit intégrer également les éléments culturels d'un pays. Le président Bongo était également culturel. Je dois vous révéler encore une autre chose. Lorsqu'il s'agissait de construire le boulevard du bord de mer, boulevard Léomba, jusqu'à Ovendo, le président Bongo s'est heurté au refus des autochtones de glace. Et je vous parle des éléments révélés par lui-même. Arrivé à ce niveau, il a appliqué un précepte universitaire, universel. La société a fini par écraser l'État. Il a reculé face aux autochtones qui ont dit « on ne dérange pas notre village ». Donc c'était quelqu'un qui avait une compréhension à la fois sociologique, une compréhension politique énorme, il savait anticiper. Je rappelle encore que lorsqu'il s'agissait, par exemple, de punir ceux qui avaient commis des mauvais actes, il fallait les amener à Orlando. C'est une période sombre de notre histoire. Le président Bongo, là encore, face aux forces des exigences de notre société, a reculé en disant « les gens ne sont pas d'accord avec ça ». Donc c'est pour dire que gérer un destin, c'est gérer les hommes. Et gérer les hommes, c'est comprendre leur environnement, sociologique et anthropologique. Et cette durée au pouvoir ne peut pas surprendre lorsque chaque fois il a dû consulter et prendre des conseils. Il appliquait 2 phases de gouvernance. Il avait la gouvernance diurne parce que la journée, il travaillait avec les gens. Il avait la gouvernance nocturne parce que le soir, il mettait un tamis pour évaluer tout ce qu'il avait fait dans la journée. Alors, Michel-Philippe Zé, est-ce que vous êtes d'accord avec cette conception de l'évolution politique d'Omar Bongo Ondimba? Qu'avez-vous à dire à la suite de ce que vient de dire Alex Léopold Ndjidji, pour compléter certainement? Oui, je suis tout à fait en phase avec cette présentation des choses, et notamment le parcours de feu le président Omar Bongo Ondimba, qui avait, on peut le dire, un destin tout tracé qui devait le mener justement à la tête de ce pays, le Gabon, souvenons-nous. Il est parti du Haut-Ogooué en passant au Congo-Brazzaville où il a effectué ses études, les études générales, les études professionnelles. Il a commencé une carrière au niveau de la poste, service des postes à Brazzaville, avant de se retrouver dans les forces aériennes de l'époque, qui l'ont mené de Brazzaville au Centrafrique, du Centrafrique au Tchad. Tout au long de ce parcours, il a rencontré des gens qui vont jouer un rôle très important dans son accession au pouvoir et qui ont permis justement de lui donner cette dimension justement d'un homme d'État. Il a rencontré, bien sûr, sur le terrain, des personnages qui, dans leur pays, ont eux aussi connu un parcours assez important. Je pense que son destin, déjà à cette époque, il avait très peu de Gabonais qui pouvaient justement présenter ce genre de parcours. Il est sorti du pays très tôt, très jeune. Il a mûri auprès des autres compatriotes africains de l'époque qui étaient réunis dans l'AEF. Il était préparé donc à l'exercice du pouvoir, mais également la loyauté dont vous parlez. Je préfère plutôt utiliser le respect des anciens, parce que quand il a travaillé aux côtés du président Léomba, il était dans l'ombre du président Léomba, il observait justement la manière de faire du président Léomba et dont il a retiré un certain nombre de préceptes dont il a fait usage par la suite. Gabon d'abord, c'est un peu ce patriotisme que le président Omar Bongo mettait dans toute action politique au niveau de notre pays, la préférence gabonaise, mais également l'unité nationale, cette géopolitique qui a commencé sous Léomba, qui a parcouru le pays. Souvenez-vous, à une certaine époque, le président Léomba nous racontait cela, qu'il a été dans les recoins du Gabon pour recruter des jeunes Gabonais qu'il amenait auprès de lui en demandant à ce que ces jeunes-là lui soient
remis pour Absolument, travailler pour et le on pays. fait signe du côté de la réalisation. Et donc, de la cette situation. géopolitique a permis de donner au visage de l'administration gabonaise et le personnel politique un visage véritablement national. Aucune ethnie, aucune province n'a été oubliée dans la gestion du Gabon du président Omar Bongo Ondimba. Voilà, qui va nous amener à parler de sa médiation dans plusieurs conflits. Voilà un homme qui, par son sens politique et son intérêt pour la chose publique, a su se faire connaître bien au-delà des frontières du Gabon. Je vous propose cette autre réaction, celle de Philo Victor Zomalesso. Il est président honoraire des communautés amies du Gabon. Merci beaucoup pour l'œuvre, du moins l'héritage du fait président Omar Bongo Ondimba. Moi, en tant que Congolais, je retiens de cet illustre chef d'État, un grand chef d'État, un grand panafricaniste. Il a fait rayonner la diplomatie gabonaise. En fait, il a mené avec frénésie, avec presque obsession, une diplomatie de paix. On a vu défiler des délégations ici, du moins dans la sous-région déjà, et même au-delà de la sous-région, notamment l'Afrique de l'Ouest, où avec acharnement, il a cherché à ramener la paix et la stabilité dans ces pays. Et ça, c'est un héritage qu'on ne peut pas oublier parce que généralement, on se perd en conjoncture quand il s'agit de la paix. Mais la paix, il faut l'avoir perdue pour réaliser ce qu'elle vaut. Tant qu'on ne l'a jamais perdue, on s'est dit c'est comme les dents, on a toutes ces dents, mais une fois qu'une dent te fait mal, c'est seulement que tu réalises que tu as une dent. Donc nous qui avons déjà eu la malchance de perdre la paix, et quand nous voyons un chef d'État se battre pour la stabilité de sa sous-région, de la stabilité de son continent, nous, cela nous a marqué. Et cette diplomatie vraiment m'a beaucoup marqué. Et je retiens de lui aussi une phrase qui lui était célèbre. Il disait, quand la case du voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu parce que ces flammes peuvent parvenir à votre case. Voilà un peu en gros ce que j'ai pu retenir de ce monsieur qui était un grand président, qui l'a marqué, qui a stabilisé son pays. D'ailleurs, le Gabon, c'est un des rares pays qui est encore stable jusqu'à aujourd'hui. C'est une preuve que la diplomatie de paix a payé. Et ça, sincèrement, tous les pays africains tous les chefs d'État du moins, devaient s'inspirer de l'expérience de ces chefs d'État, monsieur. Voilà, c'est une réaction qui nous permet de rebondir ici sur le plateau. Monsieur le Premier ministre, je vous ai vu réagir en dehors de la caméra à la suite de cette intervention de notre ami Philo. Omar Bongo, c'était l'art de discuter et de négocier. D'où lui venait cet engagement de toujours s'inviter dans des conflits, proposer sa médiation? Bien, avant de répondre à cette question de manière précise, je voudrais revenir sur deux éléments importants que vous avez abordés avec les deux autres qui sont sur le plateau, d'ailleurs, qui l'ont bien développé. Juste deux choses. Vous avez parlé de loyauté et de destin. De destin. Je crois que d'abord, il y a le destin. Toute personne au monde a son destin, a une destinée. Le président Bongo avait son destin. Maintenant, le destin se construit. Il se construit par un certain nombre de réflexes, d'attitudes, de comportements. Le président Bongo, d'abord, c'était un travailleur. Il était un grand travailleur. Il avait une capacité de travail pratiquement de 15 à 20 heures par jour. Donc, il travaillait et avec une grande mémoire. Deux, et vous l'avez dit, il était loyal. Il a été très loyal vis-à-vis du président Léomba. Et c'est important de parler de cette loyauté. Lorsque le président Omar Bongo accède, il est accédé au pouvoir par les voies constitutionnelles. Par les voies constitutionnelles. Il était vice-président, il est accédé. Il n'a pas accédé au pouvoir par les voies autres. C'était pourtant possible de le faire, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, il a été loyal. Loyal au président Léomba, loyal à la classe politique de l'époque, loyal vis-à-vis de ses partenaires, intérieurs et extérieurs, et il a toujours été loyal vis-à-vis du peuple gabonais. Il était loyal. Même s'il y a des insuffisances, les insuffisances ne trahissent pas la loyauté. C'est deux choses différentes. Donc, il avait un destin, une destination, et il a construit, il a aidé ça par ces attitudes-là. Surtout par l'écoute. Par l'écoute,
par le dialogue, par la tolérance, par le partage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pardon, etc. Donc c'est tout ça qui l'a amené à être un grand président. Alors maintenant, quelle est cette volonté de régler les problèmes? Alors qu'il n'avait pas fini de régler ses propres problèmes sur le plan national. Vous êtes très attentif. Effectivement, j'ai réagi à une partie de l'intervention du dernier intervenant. Je pense que je n'ai pas bien retenu le nom. Philo Victor. Philo Victor, voilà, c'est cela. Oui, le président Bongo était fondamentalement gabonais et africain. Donc, il connaissait la philosophie, la culture gabonaise. Quelles que soient les ethnies, les choses se retrouvent. Dans toutes nos communautés, quelles qu'elles soient, il y a des proverbes qu'on applique. On dit effectivement que lorsque un éléphant, et nous protégeons beaucoup d'éléphants au Gabon, nous avons une forte politique de protection, d'ailleurs, qui marche très bien parce qu'il y a beaucoup d'éléphants, mais qui dévastent les plantations, qui causent des dégâts, et ça nous fait un gros problème à régler entre la faune et les hommes. Bon, nous allons trouver des solutions, parce que l'homme est au centre de tout, il ne faut pas que les animaux détruisent ce qu'il fait. Mais on dit que lorsque un éléphant dévaste la plantation du voisin, la meilleure attitude, c'est aller aider le voisin à chasser l'éléphant. Pas tirer au fusil, mais à le faire partir des bruits, du feu, toujours du tam-tam, etc., pour qu'il ouvre les oreilles et puis qu'il puisse partir. Parce que si vous ne le faites pas, l'éléphant mange gros. Quand tu leur as filé de manger la plantation du voisin, il va venir manger la vôtre. Et vous aurez tous les deux faim bientôt. C'est ça la famine. Donc je pense que c'est ça, en partie, cette philosophie-là que le président Omar Bongo met en place. S'il y a une situation d'instabilité dans un pays de la sous-région, mais ça peut très bien évoluer vers le Gabon. Hein, vous comprenez? Donc il valait mieux éteindre les incidents, le feu, quand il est temps. C'est une partie. Mais il faut dire que ça venait aussi de l'homme, qui est un homme de paix, qui ne voulait pas qu'il y ait du bruit dans la sous-région. Et il faut dire que, bien que jeune, il était le doyen. Il était le doyen des chefs d'État de toute l'Afrique centrale. Et même à un moment donné, il a été le doyen de toute l'Afrique entière. Après la disparition du président Faure. Après la disparition, tout à fait exact. Après la disparition, donc il était le chef. Et quand vous êtes un doyen, donc un chef, quel que soit votre âge, la première qualité, c'est la sagesse. J'avais accompagné le président de la République, à l'époque j'étais son directeur de cabinet adjoint. Nous étions allés à Baraka. Il y avait un passage de flambeau entre l'ancien président de l'église évangélique, qui était de Bitam, et un autre, je crois, Nangesson, et un autre qui est arrivé. Et le sermon que l'autre qui est arrivé, j'oublie son nom au banc, avait pris, c'était la sagesse de Salomon. Et Salomon avait demandé que, quand il devient roi, qu'est-ce que vous voulez comme qualité? Et Salomon avait répondu à son interlocuteur pour transmettre à Dieu, moi je ne veux que la sagesse. Et quand nous sommes rentrés de Baraka au palais, on en a parlé, et il nous a dit, avec ceux qui étaient avec moi, ça, c'est un bon sermon. La sagesse. Quand vous êtes un chef, vous devez être sage. Je crois que c'est cette sagesse-là qu'il essayait de faire partager aux uns et aux autres en s'impliquant dans les conflits qui existaient dans ces pays. Il y est parvenu à plusieurs... Quoique c'était difficile parfois. Parfois, il y avait des guerres. Mais il était tenace. Il ne baissait jamais les mains. Absolument. Il continuait. Et je suis content que l'interlocuteur te dit, nous le lui devons. La RDC, nous le lui devons parce qu'effectivement, il s'est impliqué dans le règlement des conflits dans ces pays-là. Michel Philippe, vous avez parlé d'Omar Bongo Ondimba dans la médiation des conflits en Afrique ou dans le monde. C'est tordre aussi le cou à certains clichés qui le présentaient comme un champion de la diplomatie des mallettes. Non, mais écoutez, vous savez, le président Omar Bongo Ondimba, on le sait, a toujours un rapport assez distancié avec l'argent. L'argent n'était en vérité, je crois à ses yeux, qu'un instrument comme un autre, un outil politique. Il n'a jamais été question pour lui d'utiliser uniquement que de l'argent pour régler les problèmes qui s'opposaient à lui dans le cas des médiations internationales qu'il avait
effectuées dans les conflits majeurs sur le continent. Nous nous souvenons de la guerre tchado-libyenne, nous connaissons la situation au Centrafrique, nous connaissons également la situation au Congo-Brazzaville, où il a joué les premiers rôles dans la médiation. Il n'a jamais été question que seulement de l'argent. Mais c'est vrai que beaucoup de gens réduisent justement la portée de cette action diplomatique du président Omar Bongo Ondimba en la ramenant uniquement à la simple vertu de la distribution de mandat. Je pense qu'on est bien loin de là. Mais il faut quand même dire, par les traits de caractère du président Omar Bongo Ondimba, par sa formation, par sa jeunesse, le milieu ambiant dans lequel il a grandi, c'est quelqu'un qui a très tôt été initié à ce qu'on appelle la palabre africaine. La palabre africaine dans le bon sens du terme. Le fait que quand on parle, on a déjà réglé la moitié du problème. Et je pense que, comme le dit l'histoire, son histoire personnelle, son père n'a pas hésité à lui confier justement les reliques de la famille, ce qui lui conférait déjà un caractère de sage. Et je pense que ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on ne peut être médiateur que quand on est accepté par les deux parties, quand on a la crédibilité justement pour être médiateur, pour effectuer cette médiation. De cette notoriété, cette autorité naturelle qu'avait Omar Bongo Ondimba auprès de ses pairs et auprès de certains acteurs politiques sur le continent. Et il faut le dire aussi que certaines puissances occidentales, amies sollicitées, invitaient d'ailleurs le président Omar Bongo Ondimba à s'impliquer dans la résolution de certains conflits, tant l'approche occidentale purement pragmatique ou bien matérialiste ne suffisait pas. Il fallait y faire entrer certaines considérations typiquement africaines, et ce qu'a dit d'ailleurs à juste titre le Premier ministre, Paul Biron, c'est justement cela, l'approche africaine justement de la résolution de certains conflits. Je me rappelle qu'il y a quelques années, bien avant sa disparition, la grande surprise et l'étonnement des Gabonais qui ont vu le président Omar Bongo Ondimba s'exprimer dans la langue sango du Centrafrique, ils étaient totalement surpris. Mais c'est là l'un des traits de caractère du président Omar Bongo Ondimba, cette capacité à donner cet aspect de la palabre africaine, et il a réussi à plusieurs occasions. Très bien, on va donner la parole à Alex Léobil Njiji sur les médiations d'Omar Bongo Ondimba à l'échelle continentale. Oui, très rapidement. Oui, Omar Bongo ne lésinait pas sur ses moyens physiques pour aller éteindre le feu, comme on l'a dit. On a vu donc le président, pour reprendre ce que disait Philippe Nzé à Fort-Lamy, au Tchad, en Bangui-Chari, quand on voit la situation en RCA aujourd'hui, on s'en émeut parce que le président s'y était fortement impliqué. Le Congo-Brazzaville, il avait notamment dit face à deux protagonistes que lorsqu'on a sur la main du sel et sur le nez une mouche, on ne sait comment faire. Il était parvenu à apporter une accalmie. Nous nous souvenons durant tout notre parcours universitaire, peut-être scolaire, de Franceville 1, Franceville 2, de Bicès, où Eduardo Santos et Jonas Savimbi se retrouvaient, n'est-ce pas, pour ces médiations. On a vu le président Bongo à l'international, alors que les choses étaient tendues concernant la question palestinienne, ramener Yasser Arafat dans la salle, alors que celui-ci avait claqué la porte d'un sommet. On connaît l'appui du président Bongo en Guinée équatoriale, alors que ce pays connaissait des difficultés économiques. On a vu le président Bongo mettre en œuvre des instruments de cohésion africaine. C'est lui qui crée le Sisiba, il crée Africa numéro. Donc c'est quelqu'un qui avait une volonté énorme de pacifier et donc de mettre des instruments pour. Nous n'avons plus assez de temps, malheureusement. Omar Bongo Ondimba, c'était donc l'art exceptionnel de gouverner, mais une colombe de la paix sur le continent. Dès lors, que retenir de son héritage politique? Suivons un peu ce reportage. 8 juin 2009 ou 8 juin 2019, déjà 10 ans qu'Omar Bongo Ondimba décédait à Barcelone, en Espagne. Durant sa présidence, 42 ans, l'homme a eu la réputation de diriger le Gabon de façon directe. Qu'on ait été d'accord avec son pouvoir ou pas, il a fait presque l'unanimité sur sa capacité à fédérer les opinions divergentes. Toutes les grandes démocraties aujourd'hui fonctionnent sur la base de la binarité, c'est-à-dire on a à la fois une gauche et une droite, des républicains, des démocrates, donc une opposition et une majorité. Or, Omar Bongo très tôt avait déjà vu que c'était là un système qui consistait à diviser l'opinion, qui consistait à constituer on va dire, à ce qui concerne le Gabon, pour ne pas dire l'Afrique d'une manière générale, un obstacle au développement politique, puisque notre système est basé dans ce qu'on peut appeler la politique traditionnelle bantou, sur le consensus.
Ce fut donc l'homme du consensus et du dialogue. Tout un héritage politique très heurté après sa mort. 10 ans plus tard, on a une société gabonaise qui est partagée entre la nostalgie de ces années Bongo, comme on peut le dire ainsi, et une autre partie qui estime qu'il fallait faire une forme de rupture. Et la synthèse semble difficile aujourd'hui entre ses successeurs et son héritage politique. Son héritage politique ne pouvait ne pas logiquement être disputé parce que les uns et les autres estimaient, soit par des liens de sang, soit par la fidélité politique, à avoir estimé être les plus légitimes, les plus à même de défendre et de mettre en valeur ses principes politiques après lui. Omar Bongo Ondimba est également parvenu à s'imposer au-delà des frontières gabonaises comme un interlocuteur incontournable dans toutes les crises du continent et même d'ailleurs. Il nous reste très peu de temps avant la fin de cette émission. On va commencer avec vous. Dernier tour de table, Alex Léobi Lenji. Le décès d'Omar Bongo Ondimba en 2009 fait sortir tous les loups du bois pour sa succession. Du coup, c'est son héritage qui s'en trouve heurté, on l'a dit dans ce reportage. Est-ce à dire que son après n'avait jamais été envisagé? C'était l'homme de tout le monde. C'était quelqu'un qui accordait un intérêt particulier à tous ses collaborateurs. Il y avait ceux qui étaient en première ligne. Il aimait dire que tous les amis du roi n'étaient pas sur la table. Donc il est évident que les appétits se faisant croissants, chacun a cru avoir le legs direct du président Omar Bongo et pensait pouvoir, n'est-ce pas, lui succéder. Et donc ces appétits étaient normaux. C'était un héritage politique qui a été plus ou moins fait de bruit politique, mais il fallait bien revendiquer l'héritage du président Omar Bongo, peut-être faire comme lui. Tout le monde voulait faire comme lui. C'est un héritage qui est là, qui est présent, même si les héritiers, eux, chacun de temps en temps a pris son chemin. Oui, là, je rebondis après ce que vient de dire Alex Léobi Lenji. Michel Philippe Zé, il laisse le président Bongo un héritage politique avec des héritiers divisés. C'est tout à la hauteur du personnage. Vous savez, je le disais au début de mon intervention, au début d'émission, que c'est un être protéiforme. Un homme dont on ne peut pas cerner la totalité du personnage. Et cela est lourd, un héritage de cette nature est lourd à porter par un seul homme ou par 2, 3, 4 hommes. Cet héritage-là, justement, nous allons encore en parler longtemps, 10 ans plus tard, et pouvoir alors à ce moment-là évaluer le chemin parcouru par les différents héritiers. Je pense que cet héritage est très large, très lourd, et qu'il faut beaucoup de temps pour que nous puissions un jour faire le bilan de ce que chacun de ces héritiers ont réalisé en respect justement dans la valorisation de cet héritage. Mais je tiens à dire que chaque Gabonais, en ce qui le concerne, est aussi un héritier d'Omar Bongo Ondimba. D'abord, 2, 3 générations de Gabonais n'ont connu que lui comme chef d'État. Je pense qu'aujourd'hui, chaque Gabonais, et pourquoi pas certains Africains qui se reconnaissent en lui, sont aussi les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Dans certains des traits de son action politique, qu'est l'amour de la patrie, que l'amour de la paix, le partage, le pardon, la tolérance, le dialogue, toutes ces qualités-là, à mon avis, sont à exploiter individuellement et en faire des lignes de conduite personnelles. Oui, Monsieur le Premier ministre, on va terminer par vous. En 2009, on est passé à côté d'une catastrophe avec une unité nationale très menacée. Qu'est-ce qui nous met à l'abri d'une guerre civile à ce moment-là? Deuxième question pour terminer. Comment les principes de gestion et de gouvernance, et là je sollicite votre conseil d'homme politique avisé, d'Omar Bongo, ces principes de gestion et de gouvernance peuvent aujourd'hui servir à consolider l'unité nationale et la paix, ce qui lui était très cher? Écoutez... D'abord, comment on évite la guerre civile en 2009? Non, quand on perd un chef d'une telle profondeur, d'une telle grandeur, qui est resté 42 ans, on ne peut pas dire que les choses peuvent se passer comme il est à la poste. C'est une attitude humaine. Il y a eu des compatriotes qui avaient leur mot à dire, qui le pensaient, et qui ont naturellement usé de leur droit de citoyen de s'exprimer ou de prendre des orientations qu'ils souhaitaient. Donc ce qui se passe en 2009, c'est un peu ce qui se passe un peu partout, ce n'est pas particulier au Gabon. Et Dieu merci, de manière globale, mais très positive, la situation a été bien gérée, bien managée, et tout est rentré sous contrôle. Aujourd'hui, vous parlez d'héritage. Je crois sincèrement que cet héritage est globalement encore bon. Les fondations tiennent, les piliers, les murs porteurs sont là.
C'est une question d'humeur, c'est une question de caprice. Bien sûr, quelques murs se lézardent, ça aussi c'est normal, 10 ans après, il y a quelques murs qui se lézardent pour des raisons qu'on peut facilement imaginer. Mais c'est plutôt, je me placerai au niveau de la solution, pas au niveau simplement du constat. Ce qui arrive, c'est normal. Mais comment faire pour que la situation n'empire pas? Il faut revenir aux fondamentaux de la philosophie politique de Omar Bongo. C'est le dialogue. Je crois qu'on ne dialogue pas assez, ou qu'on ne dialogue pas bien. Il n'y a presque plus de débat. Le débat est peu présent dans nos réflexes. Or, s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas d'échange, on ne peut pas bien comprendre les points de vue des uns et des autres. S'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas d'échange, s'installent rapidement des incompréhensions, des malentendus. Alors que s'il y a débat, échange, certaines supposées oppositions peuvent devenir rapidement de positives juxtapositions. Ce que je peux proposer pour pérenniser davantage l'héritage de ce grand homme qui m'a permis personnellement de faire une grande carrière politique, mais qui a permis à mon pays, le Gabon, qui a tout fait pour nous. Il faut surtout voir le Gabon, qui a permis au Gabon de vivre pendant 42 ans, et même aujourd'hui, il faut ajouter même les 10 ans, parce que c'est la suite du président Omar Bongo, qui a permis au Gabon d'être en Afrique centrale et en Afrique tout court, ce pays de paix, ce havre de paix, ce pays de progrès, quoi qu'on en dise, ce pays qui permet aux uns et aux autres de vivre avec des difficultés journalières, mais quand même de vivre au-dessus de la moyenne africaine. Ce grand homme-là, je crois que le meilleur service qu'on puisse lui rendre, et nous devons lui rendre service, si nous voulons respecter sa mémoire, c'est de pérenniser son action, son œuvre, et de mettre en avant ses principes, le dialogue, la tolérance et la paix. Surtout comprendre que le Gabon est éternel et que les hommes passent. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Alex Léobi Lendjinji d'avoir accepté notre invitation. Merci à Michel Philippe Mezé d'avoir été là. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Ainsi, ça referme cette édition spéciale. À très vite sur Gabon 24.